Alors, la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est comment se compose un tour de bataille. Est-ce que vous le savez? Je ne pense pas. En tout cas, peut-être pas dans ses purs détails. Un tour de bataille est composé de 2 tours de joueurs et chacun des tours de joueurs est composé de différentes phases et dans ces phases de différentes étapes. Je sais, je vous ai déjà perdu, c'est pas grave, on va voir tout ça ensemble. Tout d'abord, le tour de bataille. Donc nous avons un début de tour de bataille. Et donc, si on a un début du tour de bataille, toutes les capacités, différentes règles faisant référence à, attention à mon superbe accent anglais, at the start of the battle round, se déroulent à ce moment-là. Puis nous entrons dans les tours des joueurs en commençant par le joueur ayant obtenu le premier tour, que l'on appellera joueur A. Une fois que le joueur A aura fait son tour, on passera au second joueur qui sera le joueur B et fera aussi son tour de joueur. Mais pour le moment, on va mettre de côté ce qui se passe durant le tour des joueurs car on va faire un petit focus dessus juste après. Enfin, une fois que le joueur B aura fini son tour, on arrive à la fin du tour de bataille. Et toutes les capacités et différentes règles faisant référence à at the end of the battle round s'applique à ce moment-là. Une fois ceci validé, nous passons à un nouveau tour de bataille et on reprend le même cycle jusqu'à la fin du 5e tour. Où là on va rajouter en fait une étape qui est tout simplement l'étape de fin de partie qui se déroule après la fin du tour de bataille. Maintenant on va s'intéresser au tour des joueurs. Alors, nous avons donc le joueur A qui affronte le joueur B et c'est le joueur A qui débute son premier tour car il a remporté le jet de dés pour déterminer le joueur qui débute la partie. Le tour d'un joueur est régulièrement exprimé par le mot en anglais turn. En général, si on ne précise pas le genre de tour, alors on parle de tour de joueur. Sinon, il y aurait une précision du type battle round, opponent's player turn, donc battle round pour tour de bataille et opponent pour adversaire, donc le tour du joueur adverse. Dans un tour de joueur, nous allons avoir déjà le début du tour, ensuite on va avoir la phase de commandement qui, attention, elle possède 2 étapes. La première, l'étape de commandement, c'est là où vous allez gagner votre point de commandement au début de votre tour, parce que là vous allez devoir piocher vos objectifs. Là ça va être tout ce qui est serment de l'instant, donc dès que vous avez une occurrence qui vous dit durant la phase de commandement vous pouvez faire ci ça l'autre, en fait c'est à l'étape de commandement de la phase de commandement. La seconde étape de cette phase de commandement, c'est l'étape d'ébranlement, donc c'est là où vous allez devoir faire des tests d'ébranlement, des battle shocks. J'appelle souvent ça des B-shocks, pour raccourcir un petit peu. Il y a tout de même un petit truc à savoir. Lorsque vous devez faire des tests de battle shock, alors que la capacité vous spécifie bien que ça se passe à la phase de commandement, donc à l'étape de commandement, par exemple l'ombre dans le warp des tyrannides, ça se passe à l'étape de commandement. Donc si par exemple vous avez des unités en sous-effectif, pour ceux qui connaissent, le sous-effectif c'est lorsque votre unité est en dessous de la moitié de son effectif de départ. Donc lorsque vous êtes en sous-effectif, à l'étape d'ébranlement, vous allez devoir faire un test de commandement pour savoir si vous êtes battle shock ou pas, donc si vous êtes ébranlé ou non. Mais si vous avez une capacité comme l'ombre dans le warp qui vous demande de faire un test de battle shock à la phase de commandement, donc à l'étape de commandement, durant toute cette phase, les 2 étapes comprises, vous allez devoir faire 2 tests. Le premier à l'étape de commandement à cause de l'ombre dans le warp, et si vous le réussissez, à l'étape d'ébranlement, puisque vous êtes en sous-effectif, vous allez devoir refaire un test de battle shock. Par contre, attention, si vous avez des capacités comme des chevaliers du chaos qui vous disent à partir du moment où vous êtes en dessous de votre effectif de départ, donc sur une unité de plusieurs figurines, si vous perdez au moins une figurine, ou si vous avez un monstre, un véhicule ou un personnage, à partir du moment où vous perdez un point de vie, vous êtes en dessous de votre effectif de départ. Et donc les chevaliers du chaos vous obligent dans un rayon de 12 pouces de mémoire à faire un test de battle shock. Et bien là, vous n'allez pas faire 2 tests de battle shock si en plus vous êtes en sous-effectif, c'est-à-dire en dessous de la moitié de votre effectif de départ. Car la règle de base lorsque vous êtes à l'étape d'ébranlement, c'est de faire dans tous les cas un test de battle shock si vous êtes en dessous de votre demi-effectif de départ. Donc il n'y a pas un cumul avec la règle des chevaliers du chaos et de l'étape d'ébranlement qui vous stipule une obligation ou non de faire un test de battle shock. Vous n'en ferez qu'un seul. Voilà. Ensuite, une fois que la phase de commandement est terminée, on va avoir la phase de mouvement.
mouvement. Et dans cette phase de mouvement, finalement, on a quand même 2 étapes, puisqu'on a l'étape de renfort, qui arrive à la fin de la phase de commandement, à la fin de la phase de mouvement, pardon. Bien du coup, ça veut dire qu'on a une espèce d'étape de mouvement, là où on va faire bouger nos unités, faire un mouvement normal, d'avance, rester stationnaire, désengager, enfin battre en retraite, et on va voir cette fameuse étape de renfort, où justement, on va pouvoir faire venir certaines unités de réserve. Une fois qu'on aura fini donc cette fameuse phase de mouvement, on va arriver sur la phase de tir. Donc ça, il n'y a pas vraiment d'étape. En fait, dans la phase de tir, si vous regardez le livre de règles, on va tout simplement vous expliquer les différentes procédures qu'il y a à suivre à chaque fois que vous allez vouloir faire tirer une unité. Pour ce soir, on va pas du tout en parler de la phase de tir, parce qu'on va vraiment vouloir se concentrer sur la phase de charge et de combat. Mais si certains sont intéressés, on pourra justement discuter plus en détail de certaines phases dans d'autres streams. Donc une fois que vous avez suivi toute cette procédure pour faire tirer vos unités, vous finissez votre phase de tir. Après cela, nous avons la première phase donc, qui nous intéressera dans ce focus, c'est la phase de charge, où l'on vous explique comment faire charger vos unités. Une fois que vous aurez fait charger vos unités, on va passer à la phase de combat. Et dans cette phase de combat, mine de rien, on a 2 étapes aussi. La première étape, en gros, c'est de faire attaquer les unités qui vont combattre en première. Donc, on est sur l'étape combat en premier. Donc là, on va voir toute une procédure de comment on fait taper les unités, etc., etc. Et ensuite, on va avoir une deuxième étape, c'est les unités qui n'ont pas combat en premier, on va faire combattre les unités restantes. Donc, l'étape des combats restants. Et là aussi, on a une procédure... etc. pour activer nos unités. Enfin, nous arrivons à la fin du tour du joueur A pour passer au tour du joueur B et reprendre toutes ces phases et étapes que nous venons de voir. C'est aussi simple que ça. Voilà, bon, ça, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Allez, on va passer à la phase de charge et de combat. En tout cas, merci beaucoup à la FEC. Vraiment, ça, il me semble, je sais plus qui, je crois que c'est Immortul. Après, je suis pas certain qu'il soit tout seul à l'avoir fait. Donc, dans tous les cas, je vais dire merci à la FEC, en général, d'avoir créé ce document. Si c'est qu'une personne, je la remercie tendrement. Même si des fois, il y a peut-être des reformulations à faire, parce qu'il y a quand même pas mal de franglais. Mais en soi, c'est pas gênant pour des gens comme moi. Principalement Immortus. Ok, merci à Immortus, le bisou. Charge et phase de combat. Donc là, on est en procédure de charge, donc on est dans la phase de charge. Donc, lorsque vous souhaitez en fait faire charger une unité, tout d'abord, il va falloir savoir quelle unité est éligible. Et pour qu'une unité soit éligible, il ne faut pas qu'elle ait fait un mouvement d'avance, un mouvement de désengagement, mais c'est pas le vrai terme. Dans les termes de règles de Warhammer 40 000, quand on dit « je désengage », c'est un mauvais terme. Une unité qui a battu en retraite. C'est ça le vrai bon terme. Qui n'a pas une caractéristique de mouvement de rien, de tirer. Donc des fois, vous avez des capacités, justement, qui ont un tiré, et donc ils peuvent pas le faire. Et qui n'est pas en train d'effectuer une action. Car oui, lorsque vous lancez une action, eh bien vous êtes inéligible pour tirer, et vous êtes inéligible pour charger. Vous ne pouvez pas tirer, vous ne pouvez pas charger. Donc ça, je précise, c'est le cadre général. C'est-à-dire que de base, vous n'avez pas le droit de déclarer de charge si vous avez avancé, si vous avez battu en retraite, si vous avez un tiré dans votre caractéristique de mouvement, ou si vous êtes en train d'effectuer une action. Maintenant, il existe des exceptions. Vous avez effectivement des stratagèmes, des règles de détachement, des personnages, des capacités d'unité qui vous permettent soit de désengager, charger, d'avancer, charger, ou des fois même pour, bon là c'est pas pour la phase de charge, mais pour la phase de tir, des fois vous pouvez tirer et faire une action en même temps. Mais ça, ce sont des cas spécifiques, c'est pas du tout le cas général. Si vous avez ces spécificités-là, par exemple vous jouez Stormlands en Space Marine, vous avez le droit d'avancer charger et de désengager charger. Donc oui, vous êtes éligible à la charge, si vous avez fait ces mouvements-là. Mais le cas général, c'est de se dire, normalement je ne devrais pas pouvoir le faire, mais puisque mes règles m'y autorisent, alors je peux le faire. C'est comme ça qu'il faut l'entendre, d'accord? On peut pas casser l'action. Et non, on ne peut plus casser l'action, on n'est plus en V9. On n'est plus en V9, même déjà dans Léviathan, c'était pas possible de casser son action. Alors attention, normalement, lorsque vous lancez votre action, Yurei, vous l'annoncez à votre phase de tir. Ça veut pas dire que vous l'annoncez au début de votre phase de tir, c'est vous l'annoncez durant votre phase de tir. Donc tu peux faire tous tes trucs, puis avant de passer à une autre phase, tu peux dire, attends, on est toujours en phase de tir, vu ce qui s'est passé avec tout le reste de mes tirs, cette unité-là, elle est encore éligible, je vais lui faire une action parce qu'elle me sert à rien pour tirer, par exemple. Par contre, si tu dis au début de ta phase de
tir, bon bah cette unité-là fait l'action, et que plus tard tu dis « Ah bah attends, finalement je vais la faire tirer », bah non, t'as déclaré que tu faisais une action. En soi, si on est fair play, on pourrait t'autoriser de tirer, et dans ce cas-là, tu fais pas ton action. Mais si on est vraiment strict sur les règles, tu as déclaré que l'unité faisait l'action, elle ne peut pas tirer. Donc c'est pour ça, déclarez vos actions à la fin de votre phase de tir, lorsque vous savez ce qui s'est passé durant votre phase, pour déterminer quelles unités vont faire telle ou telle action. Comme ça, si vous n'avez pas déclaré l'unité en faisant l'action et que vous en avez besoin pour la faire tirer, bah du coup vous pourrez la faire tirer, parce qu'elle n'a pas encore potentiellement été déclarée comme faisant l'action. Bon, reprenons notre procédure de charge. Alors, on sait que dans le cas général, on ne peut pas charger si on a fait une advance. Enfin, si on a avancé, si on a battu en retraite, si on a un petit tiré ou si on est en train de faire une action. Étape 2, déclarer les cibles de la charge, n'importe quel nombre d'unités dans un rayon de 12 pouces, et ces unités que vous allez charger sont appelées des cibles. Parce qu'effectivement, lorsque vous regardez le livre de règles, on parle de target, charger target unit, donc charger les unités sélectionnées, et ça a été traduit, il me semble en français, par cibler au lieu de sélectionner. Donc, ça vous permet potentiellement de faire des charges multiples pour désigner plusieurs unités adverses différentes. Mais alors attention, parce que vous allez devoir respecter certaines conditions pour valider votre charge. Et on va en parler. Dans tous les cas, rappelez-vous que lorsque vous êtes à 12 pouces, vous avez le droit de déclarer votre charge. Si vous êtes à plus de 12 pouces, vous ne pouvez pas déclarer de charge. C'est pour ça notamment que les infiltrateurs ou les capacités qui interdisent aux adversaires d'arriver à 12 pouces ou moins sont fortes. Parce qu'en fait, ces capacités vous interdisent d'arriver à 12 pouces ou moins. Donc vous êtes à plus de 12 pouces. Et vu que vous êtes à plus de 12 pouces, vous ne pouvez pas déclarer de charge. Voilà. Autre chose aussi par rapport aux unités qui pourraient arriver de frappe en profondeur, vous arrivez à plus de 9 pouces. Donc si vous avez une arme à fusion qui a une portée de 18 pouces, que vous arrivez des frappes en profondeur à 9 pouces, dire que l'on arrive à 9 pouces, c'est faux en soi, parce qu'on n'arrive pas à 9 pouces. Si on arrivait à 9 pouces, on aurait une charge à 8, parce qu'on prendrait les 1 pouce de portée d'engagement de l'unité adverse pour la charger. Vous arrivez à plus de 9 pouces, donc en gros à 9,00000, vous mettez autant de zéros que vous voulez, vous finissez par un 1. Donc vous êtes à plus de 9 pouces, donc vous n'êtes pas à 9 pouces en soi, donc vous ne pouvez pas valider la demi-portée de votre arme à fusion, pour le melt à 2 ou plus. Bref, vous ne pouvez pas déclarer de charge si vous êtes à plus de 12 pouces, mais en soi, si vous êtes à 12 pouces ou moins, vous pouvez déclarer autant de charges que vous pouvez déclarer autant d'unités que vous le souhaitez pour la charge de la vôtre. Petit 3, lancez le jet de charge pour déterminer la distance de charge et éventuelle relance des du destin, etc. Donc c'est à ce moment-là où vous allez décider, avant de lancer les dés, si vous utilisez vos dés de destin, vos dés de miracle, etc. Et pour les éventuels rerolls, bah ça va dépendre si vous avez des capacités de base pour relancer votre jet de charge, ou alors si vous avez la relance de commandement en stratagème corps, donc en stratagème de base. Mais vous n'êtes pas obligé de l'annoncer avant votre jet, que vous allez relancer. Ça a même été modifié récemment, surtout pour tout ce qui est tir, etc. La charge, ça n'a pas changé grand-chose. Petit 4. Si la distance de charge est suffisante pour atteindre la portée d'engagement de toutes les cibles, sans rompre la cohésion d'unité, ni arriver à portée d'engagement d'une unité non ciblée, la charge est réussite. Là, on commence à voir quelque chose d'assez important. Si la distance de charge est suffisante, vous avez obtenu de bons résultats sur vos dés pour avoir une belle distance de charge, pour atteindre la portée d'engagement de toutes les cibles. Donc, ça, c'est la première condition, effectivement. Si vous chargez qu'une seule unité, il faut que la distance que vous allez parcourir grâce à votre jet de charge vous permette d'avoir au moins une des figurines de votre unité dans la portée d'engagement de l'unité adverse. Ça, c'est la condition number one, celle qu'il faut toujours respecter. La seconde qu'il faut toujours respecter, c'est ne pas rompre la cohésion de votre unité, car la cohésion doit être respectée durant votre mouvement de charge. Il faut aussi de mémoire, on le verra après, mais la respecter durant votre mouvement d'engagement et votre mouvement de consolidation. Sinon, ça fait des figurines en moins. Donc sans rompre la cohésion d'unité, ni arriver à portée d'engagement d'une unité non ciblée. Donc non ciblée, c'est une unité ennemie que l'on n'a pas déclarée comme cible de notre charge. Et donc si vous respectez ces deux conditions, donc minimum d'être à portée d'engagement et toujours rester en cohésion d'unité, la charge est réussite. 5. Donc si la charge est réussite, le mouvement de charge commence et l'adversaire décide s'il veut utiliser le stratagème tir en état d'alerte ou non. Car oui, vous devez attendre avant de déclarer votre stratagème de tir en état d'alerte, parce que il faut que la distance parcourue par la charge soit bonne. Parce que si votre adversaire fait moins que prévu et rate sa charge, bah vous ne pouvez pas faire votre tir en état d'alerte. Parce que votre tir en état d'alerte ne commence qu'au début ou à la fin du mouvement de charge. Et donc pour pouvoir commencer un mouvement de charge, il faut réussir sa charge.
Car si on rate sa charge, on ne peut pas commencer le mouvement de charge, parce qu'on ne le commencera pas, puisqu'elle est ratée. De même, l'utilisation du stratagème Tank Shock, donc attaque de char, doit avoir lieu à ce moment. Donc vu que vous allez commencer votre mouvement de charge et le finir, vous allez pouvoir utiliser votre stratagème attaque de char. Là, on va passer dans un petit A. Donc là, ça va être en fonction de ce qui se passe et ce qu'on souhaite faire. Si jamais vous utilisez ou votre adversaire utilise le stratagème tir en état d'alerte, il va falloir le résoudre. Si le tir en état d'alerte tue suffisamment de figurines dans l'unité qui charge ou dans l'unité qui tire à cause de la règle hasardeuse, à risque, pardon, en français. Pour empêcher l'unité qui charge d'atteindre la portée d'engagement, la charge est tout de même réussite. Alors, c'est là où on va passer sur l'autre scène. Hop, j'ai des petits Grey Hunter. On va les mettre là. Dans mes Grey Hunter, vous pouvez voir, j'ai 2 lance-plasma, ok? Ici, ici. Et normalement, j'ai un pistolet plasma qui traîne là. Donc, on a des plasmas et on va mettre une petite unité de Von Ryan Leaper qui vont me charger. On a une charge de combien? Une charge de 4. Donc, on va dire qu'il va faire 4 à la charge, d'accord? Les Von Ryan ont fait 4 à leur charge. Il y a 4,7, donc en soi, c'est bon. Mais là, je dis, stop, j'utilise le stratagème tir en état d'alerte. Je fais tirer mes figurines et je surcharge mes pistolets plasma. Je vais faire mes tests de surcharge et je fais triple 1. Waouh! Triple 1, bah, chaque figurine subit 3 blessures mortelles et meurt. Donc, elle meurt, elle meurt, elle meurt. Ok? Parce qu'on va dire que c'est lui qui avait le pistolet plasma. Bah, du coup, normalement, la charge à 4, elle est ratée. Normalement. Mais puisqu'on a validé la réussite de la charge, car il a eu la distance nécessaire, donc il peut commencer son mouvement de charge. Pour l'instant, on s'arrête là, et on va revenir sur le document. Donc en cas d'usage du tir en état d'alerte, résoudre le stratagème. Si le tir en état d'alerte tue suffisamment de figurines dans l'unité qui charge, donc là c'est les Von Ryan Leaper, mais ou dans l'unité qui tire à cause de la règle hasardeuse. Donc là, moi j'ai décidé de prendre le choix de la règle à risque, pour empêcher l'unité qui charge d'atteindre la portée d'engagement. La charge est tout de même réussie. Donc, on part du principe que la charge est réussie. Petit B, sinon passez à l'étape suivante. Petit 6, effectuez le mouvement de charge. Petit A, choisissez une figurine dans l'unité dans l'ordre que vous souhaitez. Donc là, vraiment, c'est le joueur qui contrôle l'unité qui décide dans quel ordre il va bouger ses figurines. Parce que des fois, soit il veut profiter du fait de bloquer certaines de ses figurines pour faciliter ses mouvements, il veut justement ne pas être bloqué pour mettre un maximum de figurines engagées contre l'unité adverse. Donc petit A, petit 1, du coup, donc le I une fois c'est un 1 pour le A. Si cette figurine peut terminer en contact socle à socle avec n'importe quelle figurine d'une unité ciblée, sans terminer à portée d'engagement d'unités ennemies qui ne sont pas des cibles, déplacez-la en contact socle à socle avec une de ces figurines. Elle n'est pas obligée de finir au contact de la figurine la plus proche, mais d'une des figurines possibles. Admettons que eux n'étaient pas morts. Donc charge de 4 c'est bon, donc je vais peut-être même les rapprocher un peu, hop, voilà. Et si elle doit faire 4 pouces, elle peut arriver en contact de lui ou de lui. Donc, je suis pas obligé d'aller vers le plus proche, qui serait ce Space Marine là, alors que lui est un peu plus loin et lui encore plus loin. Je peux très bien celle-ci l'amener là, sans aucun souci. Car l'obligation, c'est si je peux arriver en contact socle à socle, je dois le faire. Après, peu importe avec quelle figurine. Si j'ai plusieurs choix, c'est moi qui déciderai. Hop, admettons, j'ai une escouade orange, qui est, je sais pas, genre comme ça. On va dire que le Tyrannide ne m'a pas déclaré en tant que unité chargée, celle-ci. Mais il veut seulement charger les blancs. Bah, du coup, celui-ci, il peut plus venir là, comme ça. Parce qu'il est dans la portée d'engagement de cette unité. Donc, suivant les distances qu'il peut parcourir, avec une charge à 4, qui peut être ici, par exemple, contre lui, mais en dehors de ma portée d'engagement. Et on dit bien sans terminer à portée d'engagement d'unité socle à socle avec l'une de ces figurines. Ça veut dire que vous pouvez traverser la portée d'engagement, mais vous n'avez pas le droit de finir votre mouvement de charge dans la portée d'engagement. Donc, par rapport à ce que je vous ai montré, c'est bon. Parce que mon Von Ryan Leaper n'a pas fini son mouvement de charge dans la portée d'engagement de l'unité orange. Et bien sûr, oui, en respectant la cohésion, ça je l'ai déjà dit plus tôt. Ensuite, petit 2. Si cette figurine ne peut pas terminer en contact socle à socle avec aucune cible, déplacez-la de façon à ce qu'elle termine plus près d'une des cibles de la charge. Donc, cette fois-ci, admettons que le joueur Tyrannide déclare l'unité orange et l'unité blanche dans sa charge. Donc il veut impacter les deux unités. Par exemple, si lui doit faire 4 pouces... j'arrive pas en contact ni ici, et puis alors là, encore moins. Et bien du coup, je dois au moins me rapprocher du plus proche d'une des unités, comme c'est dit. Si cette figurine ne peut pas terminer en contact socle à socle avec aucune cible, déplacez-la de façon à ce qu'elle termine plus près d'une des cibles de la charge. D'une des cibles.
Donc cette figurine, elle peut venir là, parce que du coup, elle finira dans tous les cas plus proche, parce que là, elle est à 5,2, 4,8, donc je peux décider de me rapprocher de celle-ci, de faire mes 4 pouces. J'ai fini mon mouvement plus proche de cette cible-là. Autre mouvement que je pourrais faire, mettons, je sais pas, si je valide une charge comme ça, admettons, hop, je peux très bien faire 4 pouces comme ça, parce que je me suis rapproché d'une des cibles. Alors bien sûr, faut respecter la cohésion d'unité, etc. Mais vu que j'ai déclaré l'unité blanche et l'unité orange, que cette figurine ne pouvait pas être en contact socle à socle de l'unité blanche et de l'unité orange, alors j'ai simplement besoin de me rapprocher d'une des cibles, donc d'une des unités que j'ai déclarées dans ma charge. Donc celle-ci peut très bien venir là. Petit b, répétez l'opération jusqu'à ce que toutes les figurines de l'unité se soient déplacées. Car oui, toutes les figurines n'ont pas l'obligation de faire leur mouvement en arrivant dans la portée d'engagement. En fait, lorsque vous faites votre charge, ce qui est ultra important, c'est qu'au minimum, une des figurines de votre unité qui charge doit arriver dans la portée d'engagement. Ça, on va dire, c'est la condition générale minimale de votre unité pour la charge. Ensuite, ce qu'il faut absolument respecter, c'est contacter une figurine. Donc quand on dit contacter, c'est arriver socle à socle. Si elle peut socle à socle, elle doit socle à socle. Si elle peut arriver dans la portée d'engagement, vous n'êtes pas obligé, ce n'est pas une obligation. Vous êtes obligé d'arriver en contact socle à socle. Vous êtes obligé pour valider votre mouvement de charge d'avoir au moins une figurine à portée d'engagement. Vous comprenez la nuance? Si par exemple je fais une charge très courte, mais qu'au moins une de mes figurines, dans le pire des cas, parce que ma charge est trop courte, arrive à portée d'engagement d'une figurine de l'unité que j'ai ciblée, alors la charge est validée. Le mouvement est ok, parce qu'à chaque fois, je peux pas arriver dans la portée d'engagement, je me rapproche pour arriver plus proche, mais il me faut au moins une figurine dans la portée d'engagement. Par contre, si vous avez fait genre une charge à 12, une énorme charge, là, va falloir voir quelles figurines sont obligées d'être en socle à socle. Parce que là, vous avez fait une charge tellement grande que potentiellement, vous allez avoir beaucoup de figurines en contact socle à socle. Et c'est là où va falloir jouer des coudes. Passons à la suite, parce qu'après, on va voir quelques cas particuliers. Petit c, à la fin du mouvement, les 3 contraintes suivantes doivent être satisfaites sous peine d'échec de la charge. Ces conditions prévalent sur la nécessité de se terminer en contact socle à socle avec une unité ennemie si possible, car elles sont nécessaires à la charge. Donc petit 1 du petit c, l'unité est à portée d'engagement de chaque cible, donc ça c'est la condition absolue si jamais vous faites des charges multiples, donc que vous désignez plusieurs unités ennemies pour charger. Si cette condition n'est pas remplie à cause du tir en état d'alerte, et seulement dans ce cas, la charge est quand même réussite. Rappelez-vous que chaque figurine doit de toute façon terminer plus près de l'une des cibles. Donc pour rester sur ce petit 1, on va retourner sur Tabletop Simulator. Alors, donc j'ai fait mon tir d'Overwatch. Ah mince, normalement là je suis à plus de 4 pouces, voilà. Je fais une charge de 4. Hop, je bouge de 4. Puisqu'il a fait un tir en état d'alerte, le joueur Space Marine, qu'il a raté ses tests à risque à cause des plasmas, la charge est quand même réussite. Donc je bouge, d'accord? Après une unité, on le verra plus tard. Donc partez de ce principe que vous faites votre mouvement de charge. 4 pouces, donc vous faites vos trucs. Dans tous les cas, vous devez vous rapprocher à chaque fois de l'unité ennemie. Donc là, je les ai bougés de 4, mais vous pouvez très bien les bouger un peu moins. À partir du moment où vous finissez votre mouvement plus proche que votre position initiale, c'est bon. Ensuite, petit 2, l'unité n'est pas à portée d'engagement des unités qui n'étaient pas une cible. Donc effectivement, l'unité orange, je n'ai pas fini mon mouvement dans leur portée d'engagement. Donc c'est ok, c'est bon, c'est validé. Et petit 3, l'unité est en cohérence d'unité. Vous respectez les distances de cohésion entre chacune de vos figurines en fonction du nombre de figurines que vous avez dans votre unité. Je vous rappelle, si vous avez 6 figurines, chaque figurine de l'unité doit être à 2 pouces maximum d'une autre figurine de sa propre unité. Par contre, dès que vous avez 7 figurines ou plus, chaque figurine doit être maximum à 2 pouces de 2 autres figurines de sa propre unité. On va pouvoir passer au petit 7. Petit 7, le mouvement de charge se termine et l'adversaire peut décider d'utiliser le stratagème tir en Overwatch si possible. Entre parenthèses, on nous signale, l'unité qui tire doit être éligible pour tirer sur l'unité engagée et donc ne pas être engagée. Les pistolets ne permettent pas de tirer, ni le fait d'être un véhicule ou monstre, ou si l'unité qui charge est un véhicule ou un monstre grâce au deuxième paragraphe de Big Gun Never Tire, donc paradis au gros calibre. C'est extrêmement rare, là j'ai pas vraiment d'exemple à vous donner en soi qui vous
permet de faire un tir en état d'alerte parce que vous êtes en hors phase. Donc les pistolets ne fonctionnent pas parce que c'est pendant votre phase de tir que vous pouvez tirer à portée d'engagement. Les gros calibres, normalement c'est durant votre phase de tir, donc on n'est pas dans la phase de tir, donc c'est pas censé fonctionner. Il y a peut-être si un paragraphe où vous pouvez tirer sur une unité véhicule engagée. Il faudrait regarder si c'est pas votre phase de tir. Bref, dans tous les cas, oui, vous pouvez utiliser ce stratagème, mais dans 90% des situations, ça va pas fonctionner. Alors on nous dit, attention, les conditions du point 6C. Effectuer le mouvement de charge, et donc le C c'est à la fin du mouvement, les 3 contraintes suivantes doivent être satisfaites sous peine d'échec de la charge. Les conditions du point 6C sont plus importantes que la condition 6A1. Si cette figurine peut terminer en contact socle à socle avec n'importe quelle figurine d'une unité ciblée, sans terminer à portée d'engagement d'unités ennemies qui ne sont pas des cibles, déplacez-la en contact socle à socle avec l'une de ces figurines. Elle n'est pas obligée de finir au contact de la figurine la plus proche, mais d'une des figurines possibles. Alors pourquoi on nous dit « Attention, les conditions du point 6C sont plus importantes que la condition 6A1 ». Si la 6A1 était supérieure à la 6C, ça veut dire que vous devez avoir forcément une figurine en socle à socle, des unités que vous avez ciblées pour votre charge. Mais on vous dit que la 6C est plus importante parce que effectivement vous avez simplement le minimum obligatoire, c'est-à-dire dans le pire des cas, si vous avez une charge très courte, c'est d'avoir une figurine à portée d'engagement de chaque unité ennemie. Donc là on va revenir sur OptTTS pour que ce soit un peu plus compréhensible. Alors, voilà, vous avez toujours une charge à 4 ici. La charge à 4, voilà, vous avez une portée d'engagement de 1 là. L'Evans Ryan déclare les blancs et les oranges dans leur charge, donc ok, mais ça veut dire que si jamais vous aviez fait, allez on va dire 3 en charge, on va pas partir sur 4, 3 en charge, et du coup elle, hop, elle va faire ses 3 pouces, elle est à portée d'engagement, ici elle va faire ses 3 pouces, pour arriver dans la portée d'engagement, et donc après, vu que vous n'arrivez pas au contact socle à socle, bah, vous n'êtes pas obligé d'être en contact socle à socle. Donc c'est pour ça, c'est-à-dire que ce genre de charge, où vous êtes forcément dans la portée d'engagement des unités, bah ça fonctionne. Alors que si on disait que bah, ce qui est obligatoire c'est d'être en contact socle à socle, bah en gros ça voudrait dire que ce genre de charges qui sont assez courtes ne pourraient pas fonctionner. Voilà, c'est juste ça en fait. Où on en était? On en était là, donc attention, c'est juste pour ça qu'il nous précise que le 6C sont plus importantes que le 6A1. Et donc peuvent être utilisées pour éviter d'arriver en contact socle à socle. Voir l'exemple 2 ci-dessous. On nous rappelle en gras, lors d'une charge il est impératif d'être très clair sur les mouvements souhaités. Il est recommandé d'utiliser des socles ou des dés pour marquer la position finale souhaitée de chaque figurine afin de vérifier avant de bouger ces figurines que la position finale est légale. Ensuite on nous précise qu'un arbitre peut être appelé, bon ça c'est si vous êtes en tournoi avec la FEC, n'hésitez pas à appeler les arbitres quand c'est vraiment nécessaire. Essayez même de lire vos fiches techniques avant d'appeler un arbitre. Une fois la charge réalisée, on peut passer à la phase de combat avec le mouvement d'engagement et le mouvement de consolidation. Donc on a un premier exemple ici. Alors l'unité A, les petits points verts ici, déclare une charge. Elle choisit l'unité B, donc l'unité B c'est les petits points rouges ici, et l'unité C c'est le rectangle rouge comme cible. Donc là l'unité A veut faire une multicharge et sur l'unité B et sur l'unité C. Donc il fait un jet de charge et il fait 10 pouces, sachant qu'il y a 9 pouces avec l'unité B, 7 pouces avec l'unité C, et il voit, il y a un petit marqueur objectif là, s'il peut le capturer potentiellement, pourquoi pas. Et on a l'unité A donc qui a 8 pouces du marqueur objectif. Donc là il va falloir faire quelques tricks de mouvement pour essayer de capturer tout en chargeant les deux unités et capturer l'objectif. C'est suffisant pour terminer à portée d'engagement des deux unités et en cohérence. La charge est réussite, l'adversaire peut décider d'utiliser le stratagème tir en état d'alerte maintenant, il ne le fait pas. Le joueur qui charge choisit de déplacer la figurine vert foncé, donc celle qui est la plus en dessous là. Cette figurine ne peut pas terminer en contact socle à socle avec une unité ennemie. Il peut la déplacer pour qu'elle finisse le mouvement plus près de l'une des cibles. Bah, plus près, du coup, si j'ai à moins de 10, si je vais par là sur le marqueur objectif, bah, du coup je serai plus proche de l'unité B mais de la C aussi. Donc du coup c'est ok, parce que je ne pouvais pas de base arriver en socle à socle. Mais par contre, pour pouvoir valider ce mouvement, va falloir que les autres figurines puissent arriver à portée d'engagement des deux autres unités pour valider la charge. Sinon ça, je vais pas pouvoir le faire. Donc là, on va voir la suite. Il choisit ensuite une autre figurine à déplacer, celle-ci pouvant finir en contact socle à socle avec l'une des unités ennemies et devant donc le faire. Cette figurine-là peut arriver en contact socle à socle, paf, il la met là pour arriver en contact socle à socle. Il continue en choisissant des figurines qui ne peuvent pas
pas finir en contact socle à socle, elles doivent donc se rapprocher. Donc là, il les rapproche, à chaque fois les figurines finissent plus proches de l'unité C. La dernière figurine à se déplacer pourrait se retrouver en contact socle à socle avec l'unité C, mais ce déplacement la mettrait hors de cohérence d'unité. Elle doit donc être déplacée juste à portée d'engagement pour respecter la cohérence d'unité. Donc, c'est pour ça qu'il va devoir la mettre par là, en cohésion donc à 2 pouces, 2, 4, 6, 7. Donc il doit être à 2 pouces de 2 figurines à lui. Donc je suppose, je vais essayer de zoomer, je suppose que là le petit point foncé est à 2 pouces des 2 points clairs. Oui, je sais, ça fait une forme un petit peu bizarre. Donc, il le bouge à portée d'engagement de l'unité C, tout en étant en cohésion d'unité. À l'issue de ce mouvement, les contraintes sont respectées et la charge est donc valide, puisque à chaque fois il s'est rapproché, il a mis en contact ce qui devait être en contact, il arrive au moins à portée d'engagement des 2 unités qu'il a déclaré, la charge est validée. Et en même temps, il a réussi à mettre des pieds sur un marqueur objectif et sur moi à le capturer. Exemple numéro 2, l'unité B, l'unité C, l'unité A, et il va faire une charge à 8. Ok. Donc l'unité A, les petits points verts clairs, déclare une charge. Elle choisit l'unité B, ici, et l'unité C, ici, comme cible de sa charge. Le joueur qui charge fait un jet de 8 pouces pour la charge. On a le jet de dé ici. C'est suffisant pour terminer à portée d'engagement des 2 unités et en cohérence. La charge est réussite. L'adversaire peut décider d'utiliser le stratagème tir en état d'alerte maintenant, mais il ne le fait pas. Ici, toutes les figurines ont le mouvement nécessaire pour atteindre le contact socle à socle avec l'unité C. Là, toutes celles-ci, si elles doivent faire un mouvement vers l'unité C, elles peuvent faire des contacts socle à socle. Mais vu qu'il a désigné les 2 unités comme cible de la charge, vous vous souvenez, le point 6C est plus important que le point 6A1. Et le 6A1, c'est ce qui vous oblige à aller au contact socle à socle. Mais vu que le 6C vous dit simplement vous devez au moins être à portée d'engagement et en cohérence de toutes les cibles que vous avez désignées, eh bien c'est là qu'on va devoir l'appliquer. Donc c'est suffisant, la charge est réussite, il fait pas le stratagème. Ici, toutes les figurines ont le mouvement nécessaire pour atteindre le contact socle à socle de l'unité C. En choisissant bien l'ordre des mouvements, l'unité ne finira aucun mouvement en socle à socle avec cette unité. Attention, elle devra quand même finir à portée d'engagement de cette unité. La première figurine choisie, même si elle pourrait finir en socle à socle de l'unité C, est déplacée à portée d'engagement de l'unité B afin de respecter la condition globale de finir à portée d'engagement de toutes les cibles de la charge. Donc il est à portée d'engagement de l'unité B parce qu'il doit, pour valider sa charge, en tout cas pour valider son mouvement de charge, être minimum à portée d'engagement de toutes les unités qu'il a ciblées. Ça, c'est l'obligation la plus stricte. Elle est au-dessus d'être forcément en contact socle à socle. Donc continuons. Le reste des figurines sont déplacées dans l'ordre indiqué. D'abord petit i, 2i, etc. Donc petit i, donc on a lui qui a chargé. On a le petit i qui est ici, donc c'est cette figurine-là. Donc c'est celle-ci, qui est ensuite déplacée vers celle-ci. Ensuite, c'est celle-là, ici, qui est déplacé là, comme ça il maintient une cohésion. Ensuite il va faire des 2 pouces, 2 pouces, 2 pouces. Donc il va faire le 3, le 2, le 1, etc. Et comme ça il maintient sa cohésion, et il est à portée d'engagement de l'unité C et de l'unité B, donc ça valide le mouvement de charge. De telle sorte que le respect de la cohérence d'unité empêche la dernière figurine d'atteindre le contact socle à socle de l'unité C. En effet, la figurine I, donc celle-ci, la deuxième à se déplacer en tour, enfin la première après le vert foncé, est placée pour être en cohérence d'unité avec la figurine vert foncé et ainsi de suite. Il n'est pas obligatoire d'étendre sa cohérence d'unité au maximum, 2 pouces entre chaque figurine. Ici, la charge est valide, l'unité A est à portée d'engagement de toutes ses cibles et finit en cohérence d'unité. La charge est validée. Et on passe maintenant à la procédure de mouvement d'engagement et de consolidation. Alors, procédure d'engagement et de consolidation. D'abord, choisissez une unité éligible pour combattre. Cela est une unité à portée d'engagement d'au moins une unité adverse ou ayant fait une charge à ce tour. Pour rappel, une unité qui a utilisé le stratagème intervention héroïque est considérée comme ayant chargé, même si elle ne gagne pas combat en premier. Donc là, qu'est-ce qu'un bonus de charge? Eh bien quand on se pose la question, c'est quoi un bonus de charge? Je sais pas ce que c'est. Donc, première chose à faire, ouvrir son livre de règles, ok? J'ouvre mon livre de règles, je fais CTRL F pour faire une recherche, et je sais pas, je tape bonus. Bonus, j'ai 3 occurrences, et la première m'amène à la phase de charge. Ah bah tiens, comme
ça tombe bien. Donc qu'est-ce qu'un bonus de charge? Chaque fois qu'une unité fait un mouvement de charge, alors jusqu'à la fin du tour, l'unité a la capacité combat en premier. Ok, mais le livre de règles n'a pas été mis à jour et on a de nouveaux documents qui sont sortis, qui sont en téléchargement sur le site de Games Workshop, donc sur Warhammer Community. Donc très bien, je regarde, oui effectivement, j'ai le Core Rules Update et Commentary Rules version 1.2. Donc je l'ouvre, si ça se trouve, il y a des modifications apportées dedans. CTRL F, donc en anglais on appelle ça charge bonus. Donc je vais écrire charge bonus. Si ça marche pas, Jungle Games. Ah bah tiens, j'ai 3 occurrences. Je clique. Donc là on est sur intervention héroïque. Ça nous dit juste... Même si vous faites une charge réussite, votre unité ne recevra pas les bonus de charge à ce tour. Bon, elle recevra pas... du coup, le combat en premier parce qu'elle a fait un mouvement de charge. Et du coup, on se dit, mais moi, des fois, j'ai des unités ou des règles de détachement qui disent, lorsque je fais un mouvement de charge, je vais gagner un plus 1 en force, un plus 1 d'attaque, etc. Donc, est-ce que j'y ai le droit? Est-ce que c'est un bonus de charge? Ça y ressemble parce que dans le livre de règles de base, ça nous dit que bah, si on fait un mouvement de charge, on gagne combat en premier. Et là, on nous dit, bah, quand on fait l'intervention héroïque, je gagne pas mon bonus de charge. Donc, je vais plus loin. Ah, charge bonus. Bon, là, on a la définition. Accorder, donc le bonus de charge, c'est accorder une unité qui a fait un mouvement de charge, de sorte que jusqu'à la fin du tour, cette unité a l'aptitude combat en premier. Notez que les autres règles et aptitudes qui se déclenchent quand une unité fait un mouvement de charge, ou au tour où une unité a chargé, ne font pas partie du bonus de charge. Donc lorsque vous faites un mouvement de charge, ce n'est pas un bonus de charge. Le bonus de charge, c'est simplement accorder une unité qui a fait un mouvement de charge de sorte que jusqu'à la fin du tour, cette unité ait l'aptitude combat en premier. Si, lorsque vous faites un mouvement de charge comme l'intervention héroïque, ça vous dit vous n'avez pas le bonus de charge pour avoir le combat en premier, bah vous n'avez pas combat en premier. Donc vraiment, le bonus de charge, si on veut vulgariser au bout, c'est simplement ne pas avoir combat en premier. Point. Pour tout le reste, c'est bon. Parce que les autres capacités ne vous disent pas, lorsque vous déclarez votre charge, que vous finissez votre mouvement de charge, vous avez tel truc. Non, on vous dit juste, lorsque vous avez effectué un mouvement de charge, vous gagnez telle chose. Déjà, ça vous permet aussi de voir dans quel ordre vous devez d'abord faire vos vérifications. Parce que si jamais il vous reste encore des questions, en mode « Ah, c'est pas très clair », là, vous pouvez aller voir le Discord de la FEC, vérifier si la question n'a pas déjà été posée, et si elle n'a pas déjà été posée, vous posez votre question sur le Discord de la FEC, les arbitres seront ravis de vous y répondre, et en plus, ils vont voir que vous avez fait l'effort de rechercher les documents, de prendre des petits screenshots des textes, et de les mettre en donnant la référence du document. Et là, les arbitres, ils seront ravis de vous répondre, parce qu'ils vont voir un gars, ou en tout cas une personne, qui s'est embêté à aller faire une recherche dans les documents, et pour dire, bah voilà, j'ai trouvé ces réponses-là, je suis peut-être pas quelqu'un qui ait bien effectué les recherches, mais au moins vous aurez effectué les recherches, et ça c'est cool. Bon, on continue. Petit 2. L'unité doit peel-in, donc à chaque fois qu'il y a peel-in, en fait, l'unité doit faire son mouvement d'engagement. Pour ce faire, elle doit finir ses mouvements d'engagement à portée d'engagement d'une unité ennemie et en cohérence d'unité. Si elle est déjà à portée d'engagement d'au moins une unité ennemie, elle pourra faire son mouvement d'engagement, sinon passer à l'étape suivante. Alors attention, faut bien considérer qu'une figurine qui est déjà en contact socle à socle, certes, elle est dans la portée d'engagement, mais elle est déjà socle à socle. Donc elle ne pourra pas faire ce mouvement. Donc là, en gros, les figurines qui sont socle à socle, c'est passer à l'étape suivante. Petit b. Si elle n'est pas à portée d'engagement d'une unité ennemie, mais qu'elle peut y arriver via son mouvement d'engagement, passer à l'étape suivante. Petit c. Si elle ne peut pas arriver à portée d'engagement d'aucune unité ennemie, tout en restant en cohérence d'unité, passer directement à la séquence d'attaque, qui se terminera immédiatement pour passer au mouvement de consolidation vu qu'il n'y a pas de cible éligible. Petit 3. Choisissez une figurine de l'unité qui n'est pas déjà en contact socle à socle avec une figurine ennemie. Vous choisissez les figurines dans l'ordre que vous le souhaitez. Si je reviens sur Tabletop Simulator. Là, j'ai effectué ma charge, je dois faire mon mouvement d'engagement. Donc, cette figurine-là, elle est à portée d'engagement, mais elle n'est pas en contact socle à socle. Donc, si je décide de la faire bouger, vu qu'elle va faire 3 pouces, elle arrivera de toute manière minimum dans des contacts socle à socle. Donc, soit je décide de pas la faire bouger et elle reste comme ça, soit je décide de la bouger, mais dans ce cas-là, elle devra finir son mouvement en contact socle à socle parce qu'elle le peut. Si elle le peut, elle le doit. Et donc, la même chose pour le reste. Mettons, hop, ici, si je fais 3 pouces, hop, elle arrive pas, si, elle peut arriver en contact socle à socle ici. Est-ce qu'elle peut arriver contact socle à socle ici? Non, vous voyez, elle doit faire beaucoup trop, ou par là, beaucoup trop. Donc du coup, elle est obligée de contact socle à socle. Et je peux dire, non, elle bouge
bouge pas. Ok, elle bouge pas. Elle, 3 pouces, elle arrive dans la portée d'engagement, mais elle arrive pas en contact. Ici, 3 pouces, elle fait rien du tout. Donc elle, pareil, si je veux la bouger, il faudrait qu'elle arrive par là, il me semble. Mais on va continuer le document. Parce que là, je vais trop vite. Petit 4. Choisissez si cette figurine va faire un mouvement d'engagement ou non. Ce mouvement est optionnel et le choix se fait figurine par figurine. Donc comme je disais, s'il y a une figurine, j'ai pas envie qu'elle bouge, eh bien vous pouvez décider qu'elle ne bouge pas. Donc petit a, si la figurine fait un mouvement d'engagement. Si vous ne faites pas le mouvement d'engagement de vos figurines, elle ne bouge pas, donc il ne se passe rien de plus dans l'immédiat. Donc petit 1, si vous faites justement le mouvement. Elle peut bouger donc de jusqu'à 3 pouces. Ça c'est la règle de base. Elle doit finir ce mouvement plus proche de la figurine ennemie la plus proche. Ok. Si cette figurine peut arriver en contact socle à socle avec une figurine ennemie tout en finissant plus proche de la figurine la plus proche, elle doit le faire. Ok. Et ensuite on répète l'opération pour chaque figurine que vous souhaitez faire un mouvement d'engagement. À la fin du mouvement d'engagement, l'unité doit être en cohérence d'unité et à portée d'engagement d'au moins une unité ennemie, sinon le mouvement d'engagement n'était pas possible. Si je reviens sur ce que je disais, parce que du coup j'ai dit une bêtise, celle-ci, si elle bouge, peut pas arriver en contact socle à socle. Elle peut arriver en portée d'engagement, mais on me dit, si je contacte socle à socle, je dois contacte socle à socle. Donc là, je suis à 3,5, et si je peux pas contacte socle à socle, je dois me rapprocher de l'unité ennemie la plus proche. Donc c'est celle-ci. Donc du coup, je dois finir mon mouvement d'engagement en étant plus proche d'elle. Vu que je n'ai pas d'obligation d'arriver dans la portée d'engagement, je peux tout simplement me mettre comme ça. Et là, ça fonctionne. Je ne suis pas obligé de venir, comme je disais ici, pour être dans la portée d'engagement. Donc je me mets comme ça. Lui, j'ai décidé de pas le bouger, puis lui, si je bouge de 3, j'arrive pas en contact, donc en gros, je dois simplement me rapprocher de l'unité la plus proche. Elle est à 4,8, celle-ci, au pire, elle est à 2,7, donc c'est elle la plus proche. Donc je peux très bien finir plus proche en me mettant comme ça. Allez, on reprend le texte. Donc je respecte bien les 3 pouces, je dois finir le mouvement plus proche de la figurine ennemie la plus proche, j'ai respecté ça à chaque fois. Si cette figurine peut arriver en contact socle à socle avec une figurine ennemie tout en finissant plus proche de la figurine la plus proche, elle doit le faire, et c'est chose que j'ai faite avec les figurines qui pouvaient socle à socle. B, j'ai répété l'opération pour chaque figurine que je souhaitais faire un mouvement d'engagement, et je le répète, le choix de savoir si la figurine fait ce mouvement d'engagement, vous le faites pour chacune des figurines. Ce n'est pas l'unité entière qui est obligée de faire le mouvement d'engagement, c'est oui, mon unité va le faire, mais le choix ensuite pour bouger les figurines, c'est figurine par figurine. Donc s'il y a des figurines que je ne souhaite pas bouger, elles ne bougeront pas. Dans certaines situations, ça peut être à votre avantage. Dans d'autres, en général, c'est pas forcément à votre avantage. Bref, à la fin des mouvements d'engagement, l'unité doit être en cohérence d'unité et à portée d'engagement d'au moins une unité ennemie, sinon le mouvement d'engagement n'était pas possible. 5, on va résoudre nos attaques. Donc, pour résoudre nos attaques, c'est forcément les figurines socle à socle, de socle à socle, ou juste les figurines socle à socle. Donc, pour résoudre les attaques, pour rappel, petit a, une figurine peut effectuer ses attaques à condition d'être en contact socle à socle avec une figurine de son unité qui est elle-même en contact socle à socle avec une figurine ennemie. Donc, si je reviens, hop, sur ma petite scène TTS, cette figurine-là est en contact socle à socle de celle-ci, qui est en contact socle à socle de celle-ci. Donc, cette figurine peut attaquer, pas de souci. Salut Ulfaren. Petit b, ou si elle est à portée d'engagement d'une unité ennemie. J'ai modifié l'emplacement de cette figurine-là qui pouvait arriver à portée d'engagement. Donc on a une socle à socle d'une figurine ennemie, une socle à socle de socle à socle à l'unité ennemie, ou alors, si on n'est pas socle à socle, on suffit d'être dans la portée d'engagement pour pouvoir attaquer. Donc ici, c'est bon, c'est validé, celle-ci peut attaquer. Par contre, si celle-ci est dans cette position-là, elle ne pourra pas attaquer, parce qu'elle n'est pas en contact d'une de nos unités qui sont déjà en contact des unités ennemies, et en plus elle n'est pas dans la portée d'engagement. Donc typiquement cette figurine ne pourrait pas attaquer. La figurine peut attaquer n'importe quelle unité à portée d'engagement d'elle ou en contact socle à socle avec une figurine elle-même en contact socle à socle avec elle, ce même si l'unité n'a pas été ciblée par une charge. Alors oui, effectivement, même si elle n'a pas été la cible de la charge. Là, je vais vous montrer du coup un petit exemple de comment taper une unité que vous n'avez pas déclarée en charge. Je reprends mes tyrannides. Donc, j'ai fait une charge à 3. Je vais bouger de 3, je dois arriver dans la portée d'engagement. Je dois avoir au moins une unité à portée d'engagement de la blanche pour pouvoir valider ma charge. Est-ce que j'ai des figurines qui peuvent arriver en contact? Pas du tout. Donc, je suis pas obligé de finir dans la portée d'engagement lorsque je fais mon mouvement de charge. Donc là, je vais faire rappel un petit peu à vos souvenirs. Ici,
je vérifie aussi, est-ce que j'arrive en contact? Pas du tout, je suis à plus de 3 pouces. Donc je peux me déplacer de la distance de ma charge en me rapprochant de cette unité, mais en allant un petit peu dans la direction que je veux. Parce que là, j'ai positionné cette figurine à portée d'engagement pour valider le minimum global que je dois respecter. Donc du coup, je suis à 3,5, je peux très bien faire mes 3 pouces ici. Parce que là, je suis à 2,2. Là, je suis à 3,5. Je peux très bien faire ma charge de 3 comme ça. À un 5, je suis à 2,2, etc., etc. Ici, au plus proche, je suis à 5,1. Donc si je prends 5,1 et que je viens par là, vous voyez, je suis à moins de 5,1. Donc je peux très bien bouger comme ça, etc., etc. Voilà, je me rapproche aussi. Là, je suis à 5,2, 5, 5,6. Si je me rapproche par là, bah, je suis forcément plus proche. Et donc, la charge est validée. Maintenant, je passe au mouvement d'engagement. Lorsque je fais mon mouvement d'engagement, je dois arriver dans la portée d'engagement, socle à socle, et surtout, je dois aller vers la figurine la plus proche. Là, je suis à 1,7, à 3,8, donc je peux très bien finir comme ça. Et je vais même me positionner là. Ici, vu que je suis pas en contact, je vais contacter, histoire de libérer un petit peu d'espace derrière. Vous voyez? Donc ici, je suis à 2, ici, je suis à 2,2. Donc c'est elle, la figurine la plus proche. Donc je peux très bien, hop, faire mon engagement comme ça. Je me suis rapproché d'elle, j'ai contacté les deux copains. Comme ça, en plus, cette figurine aura le choix soit de taper là, soit de taper là. Parce qu'elle est en contact de celle-ci qui est en contact de là. Et elle est en contact de celle-ci qui est en contact ici. Ensuite, celle-ci, et bien du coup, elle est à 3,2 et elle est à 3,5. Donc c'est cette figurine-là la plus proche. Donc je peux faire mon mouvement d'engagement ici. Et maintenant, par exemple, contre les oranges, bah, j'ai 3 tyrannides qui peuvent taper. Bon, ici, évidemment, hein, c'est eux les plus proches, hein, donc je vais devoir me rapprocher d'eux. Et vu que avec mes 3 pouces, je peux contact, je dois contact. Mais celle-ci, bah, je suis à plus de 3 pouces, ok? Et je dois maintenir de toute manière une cohésion, mais j'ai 6 figurines. Donc tout va bien, je peux très bien arriver ici. Voilà. Et donc là, pour pouvoir attaquer, celle-ci, pourtant, cette unité, je ne l'ai pas déclarée en charge. J'ai déclaré les blancs. Mais grâce à ma charge courte, parce que j'ai fait une petite charge, eh bien je me suis ouvert l'option de ne pas réussir à contacter au socle à socle les Space Marines blancs, pour ensuite, durant mon mouvement d'engagement, pouvoir attaquer les Space Marines orange. Autre petite notion aussi à prendre en compte, là j'ai eu de la chance, quelque part, de faire une petite charge, qui me facilite un petit peu cet objectif. Mais si j'avais fait, je sais pas... hop, je roule. Voilà, si j'avais fait 7, là c'est un peu plus compliqué. Parce que ce qu'il va falloir voir, c'est que là, tu vois, j'ai que 5 pouces ici, mais j'ai une certaine taille de socle, ok? Et si je veux faire 7 pouces, faut que j'aille par là. Celui-ci, avec 7 pouces, il peut aller assez loin. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de bloquer grâce à la largeur de mes socles et des distances que je dois faire. Donc lui, je peux très bien arriver socle à socle ici. Comme ça, si lui doit faire ses 7 pouces, ah, bah je vais finir sur mon socle. Donc ça, c'est ok. Lui, il faut avoir un petit peu la largeur des socles, faut avoir un peu le compas dans l'œil, parce que le but c'est de profiter de l'espace entre ces deux figurines là pour empêcher les autres figurines qui vont charger d'arriver en contact ici. Donc là je suis là, donc hop, je peux mettre mon socle comme ça. Comme ça, si lui il fait ses 7 pouces et que je m'arrête, bah en fait je monte sur mes socles et c'est pas possible. Donc là, pour l'instant, pour lui je suis bien. Ensuite, lui, 7 pouces, il peut arriver jusque là. Bon, vu que j'ai que 6 figurines, je pense que je vais devoir mettre une figurine là pour pouvoir bloquer le reste. Donc, ce que je vais faire, vu que c'est lui qui peut aller par là, lui, je vais lui faire ses 7 pouces par là. Alors, hop, je vais prendre un autre angle pour mieux voir. Donc, si je suis collé là, pour le socler, il faut que je décale un petit peu, genre par là. J'ai bien fait mes 7 pouces. Et là, je suis toujours bloqué si je veux venir. Hein. Et donc, ensuite, je vais utiliser celui-ci pour venir contacter là et empêcher ces deux-là, maintenant, de pouvoir arriver socle à socle de cette unité. Et donc, de pouvoir me rapprocher, par exemple, comme ça et comme ça, pour qu'ensuite, mouvement d'engagement, je suis à 1,8, je suis à 1, pouvoir faire mon peel-in comme ça. Comme ça, j'ai deux tyrannides qui tapent les oranges et j'ai mes verts qui tapent les blancs. Donc certes, j'ai moins de figurines que l'exemple précédent pour taper le orange, mais vu que j'ai respecté les figurines qui sont arrivées en contact socle à socle durant le mouvement de charge, et que je n'ai pas l'obligation d'arriver dans la portée d'engagement, c'est juste l'obligation du socle à socle durant la phase de charge, si je peux être socle à socle. Par contre, à la fin du mouvement de charge, je dois au moins avoir une figurine à portée d'engagement, ce qui est le cas de mon unité verte contre les Space Marines blancs. Et ensuite, grâce au mouvement d'engagement, bah, ces deux-là vont taper là et tout le reste va taper les blancs. Voilà. Faut vraiment que vous preniez le temps de bien mesurer chaque figurine par rapport à la distance que vous devez parcourir, parce que si vous voulez essayer de taper sur une autre unité, il faut vraiment faire ce gros travail et avoir un peu, faire vos charges dans un certain ordre par rapport à vos figurines pour essayer d'en bloquer d'autres afin d'aller ailleurs. Je tape dans le micro, afin d'aller ailleurs. Potentiellement, si à la suite de ma charge, hop, je
suis comme ça, je disais. Eux, ils ont fight first. Ils ont combat en premier parce qu'ils ont un judiciaire, ok? Là, je viens de finir ma charge. J'ai validé ma charge, ok? Bon, bah j'ai combat en premier sur l'unité verte. Celle-ci, elle n'est pas engagée. Donc, quelles sont les unités là sur le champ de bataille qui ont combat en premier? Il n'y a que les verts. Donc, je suis le joueur tyrannide. Je commence par activer les verts. Je fais mon mouvement d'engagement, puisque c'est la figurine la plus proche. Et comme ça vous permet d'avoir 2 gars qui vont taper une unité qui normalement aurait dû combattre avant vous. Alors, je vous rappelle, hein, on commence toujours les activations par le joueur dont ce n'est pas le tour, que ce soit sur l'étape de combat en premier ou l'étape des combats restants. Voilà, un petit trick pour essayer d'outrepasser les capacités de combat en premier. Allez, donc on en était où? Résolver les attaques, ça on l'a fait. Là, on a tout vu. On est à l'unité doit faire son mouvement de consolidation. Et c'est bien un doigt, on va voir les détails. Donc petit a, pour ce faire, elle doit finir ses mouvements de consolidation à portée d'engagement d'une unité ennemie et en cohérence d'unité. Donc je répète, l'unité, on parle pas de figurines, on parle d'unité. Donc c'est toutes les figurines de la même unité. Doit consolider. Donc l'unité, globalement, dans la condition, doit respecter les conditions que l'on va lire pour faire le mouvement de consolidation. Donc pour ce faire, elle, l'unité, doit finir ses mouvements de consolidation à portée d'engagement d'une unité ennemie et en cohérence d'unité. Si on parle d'unité, ça veut dire qu'au moins une figurine de votre unité doit être dans la portée d'engagement pour valider votre mouvement de consolidation. Petit b, si elle, l'unité, ne peut pas finir à portée d'engagement d'une unité ennemie et en cohérence d'unité, elle peut dans ce cas se déplacer vers l'objectif le plus proche d'elle, donc de l'unité, à condition de finir à portée de celui-ci. Donc, si je ne peux pas arriver dans la portée d'engagement, j'ai un autre choix, c'est de pouvoir arriver à portée d'un marqueur objectif. Petit c, si l'unité, donc elle, l'unité, si l'unité ne peut respecter aucune des conditions ci-dessus, aucune figurine ne peut bouger. Alors, avant de passer au numéro 7 et toutes les conditions, on va mettre en application tout ça. Donc, j'ai chargé, j'ai fait mon mouvement d'engagement et j'ai détruit l'unité blanche. Donc là, ma condition, c'est si je fais mon mouvement de consolidation, je dois finir dans la portée d'engagement, donc c'est le minimum, dans la portée d'engagement d'une unité ennemie. Donc eux, s'ils consolident, je dois finir à portée d'engagement. S'il n'y avait pas d'unité ennemie, ou alors si l'unité ennemie était trop loin, que j'ai plus de 3 pouces, hein, les 3 pouces s'arrêtent là, donc je tombe pas dans la portée d'engagement, eh bien, je peux me diriger vers l'objectif le plus proche, donc un pion objectif sur le champ de bataille, c'est ça. Ça, c'est pas un pion objectif, hein, c'est pas la grande galette. La grande galette, c'est juste pour dire que tu es dans la portée des 3 pouces, c'est ça, 3 pouces, du pion, dans la portée de contrôle. Mais pion objectif, c'est ça. C'est l'espèce, je crois que c'est un socle de 40, ouais, ça fait 1,5 en gros, ou un petit peu plus, je sais plus. Et du coup, hop, vu que le plus proche, c'est lui, hein, parce que les autres, ils sont loin, hein. Là c'est loin, etc. Bref, ça, vous avez compris. Mais du coup, vu que je peux pas arriver dans la portée d'engagement, je peux me déplacer vers l'objectif le plus proche. Par contre, si je peux arriver dans la portée d'engagement, je suis obligé de le faire. Et là, je pense que je peux même arriver en contact. Je suis obligé de le faire. Et en plus, je dois me rapprocher de celle-ci. Donc, cette figurine peut pas aller par là. Parce que du coup, cette figurine, elle est à 6,7. Si je fais juste ça, elle est à 7,3. Ça ne marche pas. Donc, en gros, je fais ma consolidation. Tac, tac, tac. Je me rapproche de l'unité la plus proche. Lui, pouvait pas arriver dans la portée d'engage. Donc, voilà. Hop, hop. Je me rapproche à chaque fois. Et donc, la question, c'est est-ce qu'avec la taille de mon socle, je peux aller en dessous de 6,7? Oui. Vu que lui ne peut pas arriver en contact socle à socle, ni à portée d'engagement, donc je dois forcément me rapprocher en faisant mes 3 pouces. Donc là, je suis à moins de 6,7. Je suis en cohésion d'unité. Je suis arrivé à portée d'engagement. Donc vous voyez toutes les conditions que vous devez respecter de base si vous voulez aller ninja à un objectif potentiellement. Donc là, je vous ai montré, je crois, toutes les différents exemples. Donc ça, c'est vraiment, hop, pour ce faire, elle doit finir ses mouvements de consolidation à portée d'engagement de l'unité ennemie et en cohérence d'unité. Ça, je vous l'ai montré. C'est bon, c'est le cas général, pas de souci. Petit b, si elle ne peut pas finir à portée d'engagement d'unité ennemie et en cohérence d'unité, elle ne peut dans ce cas se déplacer vers l'objectif le plus proche d'elle à condition de finir à portée de celui-ci. Donc ça, je vous ai montré. Vu que je pouvais pas consolider, je pouvais aller vers l'objectif le plus proche. Et petit c, si elle ne respecte aucune des conditions ci-dessus, aucune figurine ne peut bouger. Point. Donc si jamais je n'avais ni l'objectif ni la portée d'engagement, je pouvais pas bouger et je restais immobile. Maintenant, on va passer au petit 7. Donc dans le cas 6A. Donc le 6A, c'est dans le cas où j'arrive dans la portée d'engagement. Enfin, où il faut que j'arrive dans la portée d'engagement. Je choisis une figurine de l'unité qui n'est pas déjà en contact socle à socle avec une figurine ennemie. Vous choisissez les figurines dans l'ordre que vous souhaitez. Donc vraiment, quand je veux faire mon mouvement de consolidation, je choisis l'ordre des figurines
figurine que je souhaite faire bouger. Parce que des fois, suivant l'ordre, comme pour la recharge que je vous ai montré, suivant l'ordre, potentiellement, vous pouvez bloquer vous-même certaines figurines pour aller ailleurs. Donc on continue. Le point 8, on est toujours dans le cas 6A. Choisissez si cette figurine va faire un mouvement de consolidation ou non. Ce mouvement est optionnel. Et le choix se fait figurine par figurine. Le point A du numéro 8. Si la figurine fait un mouvement de consolidation, donc si elle bouge, si elle utilise justement ses pouces, donc maximum c'est 3 pouces, elle doit finir ce mouvement plus proche de la figurine ennemie la plus proche d'elle. Donc ça on l'a vu, quand je me suis déplacé, que je me suis bloqué, je pouvais ni arriver à ma portée d'engagement, ni en contact socle à socle, j'ai bougé vers l'objectif, mais en essayant d'être plus proche de la figurine qu'au début de mon mouvement. Donc j'ai bien fini mon mouvement plus proche de la figurine ennemie la plus proche, et petit 3, si cette figurine peut arriver en contact socle à socle avec une figurine ennemie tout en finissant le plus proche de la figurine la plus proche, elle doit le faire. Je ne pouvais pas socle à socle avec cette fameuse figurine qui allait capturer l'objectif, mais au moins je finissais plus proche, donc tout est bon. On passe au petit b du point 8. Répétez l'opération pour chaque figurine que vous souhaitez faire un mouvement de consolidation. Je vais revenir sur TTS pour vous le montrer en image. Quand on parle d'unité, on parle de toutes les figurines de l'unité, ok? Ça c'est unité. Là je la décale un peu, on va changer de couleur. Hop là, c'est une petite notion qu'il faut quand même comprendre. Et ça on parle d'une figurine, ok? Voilà, ça c'est une figurine et ça c'est l'unité. On te dit l'unité doit consolider. Consolide. Elle, je ne la bouge pas. Tu vois, genre celle-ci, voilà, je maintiens une cohésion et ces trois-là, elles ne bougent pas. L'unité a consolidé. Voilà. Est-ce que j'ai au moins une figurine à portée d'engagement? Des fois, avec des couleurs, c'est un peu plus parlant. Bref, on revient donc au 8. Je crois que c'était ça. Non, le B, c'est répété, nanana, ok. Petit C. À la fin des mouvements de consolidation, l'unité doit être en cohérence d'unité et à portée d'engagement d'au moins une unité. Ça, on l'a vu. Petit 9. Dans le cas 6B, donc on revient, le cas 6B, si elle ne peut pas finir à portée d'engagement d'une unité ennemie et en cohérence d'unité, elle peut dans ce cas se déplacer vers l'objectif le plus proche d'elle à condition de finir à portée de celui-ci. Ok, donc là on parle du marqueur objectif. Donc le cas 6B, c'est si on ne peut pas arriver à portée d'engagement, mais qu'on peut arriver vers un objectif. Donc dans ce cas, l'unité est nécessairement hors portée d'engagement de toute figurine ennemie. Il n'est pas possible d'atteindre la portée d'engagement d'une unité ennemie. Déterminer alors le pion objectif le plus proche de l'unité. Attention, c'est bien le pion objectif le plus proche de l'unité qui est considéré. Alors, on va revenir sur Tabletop Simulator, qui est un très bon outil pour faire des cas pratiques. Je dois faire mon mouvement de consolidation. Donc là, je regarde, est-ce que je suis à plus de 4 pouces? Effectivement, je suis à plus de 4 pouces. Pourquoi je dis 4 pouces? Parce que, hop, si je le remets, hop, la portée d'engagement, si je fais 3 pouces, je ne suis pas dedans. Donc, je peux pas consolider vers eux. Ça marche. L'objectif, est-ce que je peux aller vers lui avec 3 pouces? Oui, je peux, donc potentiellement, je peux le capturer. Donc là, je dis, vas-y, vu que je peux pas consolider là, je vais vers l'objectif. Et là, mon adversaire me dit, warning, attention, tu vas pas vers l'objectif. This is not possible. Je lui dis, mais pourquoi? Parce que j'ai une unité cachée ici. Et effectivement, si je consolide, je peux arriver dans la portée d'engagement. Ah, et là, je me dis, mince, je vais pas pouvoir aller vers l'objectif. Et effectivement, je ne pourrai pas, parce que la position de cette unité-là, vu que je vais devoir choisir figurine par figurine, du coup, par exemple, celle-ci, elle est à 5,1, donc en fait, je vais devoir faire un mouvement, on va dire, comme ça, grosso modo, si je veux me rapprocher de celle-ci, tout en me rapprochant de l'objectif. Mais là, il n'y a aucun moyen de pouvoir capturer l'objectif, parce que si celle-ci va vers l'objectif ici, elle s'éloigne de cette figurine, celle-ci, elle s'éloignera de cette figurine, etc., etc. Je pense... Ah, quoique, alors, attendez, 4,6, si je fais ça, je suis à 5,7. Donc effectivement, c'est impossible. Donc là, je me suis fait U. Je me suis fait U parce que j'avais oublié cette unité. Ouh là là. Ok, je force un peu le trait. Mais si, admettons, celle-ci était bien trop loin pour que je puisse l'atteindre, eh bien effectivement, puisque je ne peux pas aller dans sa portée d'engagement ici et ni celle-là, eh bien du coup, j'aurais très bien pu aller, hop, à 3 pouces sur l'objectif. Ça, c'est bon. Petit 10. Dans le cas 6B. Donc on est dans le même cas que le numéro 9. C'est si on va vers un objectif et qu'on a strictement aucune unité ennemie dans laquelle on peut arriver dans la portée d'engagement avec notre mouvement de consolidation. C'est vraiment que dans ce cas-là. Donc je choisis une figurine de l'unité dans l'ordre que vous souhaitez, je choisissez celle et choisissez si elle va faire un mouvement de consolidation. Ce mouvement est optionnel et le choix se fait figurine par figurine. Donc là on arrive dans le même processus qu'ici, mais cette fois-ci pour le pur objectif. Elle peut bouger
bouger de 3 pouces, elle doit faire le mouvement le plus proche vers le pion objectif en question. Pour rappel, on considère qu'une figurine peut se rapprocher d'un pion objectif tant que le centre de son socle n'est pas confondu avec le centre du pion objectif. B. On répète l'opération figurine par figurine, et petit c, à la fin des mouvements de consolidation, l'unité doit être en cohérence d'unité et à portée du pion objectif en question. Attention, le mouvement d'engagement et de consolidation sont obligatoires pour l'unité. Vous vous souvenez, l'unité, c'est toutes les figurines de l'unité. C'est ça, enfin, l'entité unité est représentée par toutes les figurines de l'unité. Et donc, il suffit qu'au moins une de ces figurines soit à portée d'engagement pour valider, ou en socle à socle, pour valider les conditions, que ce soit pour le mouvement d'engagement ou de consolidation. Par contre, vous choisissez pour chaque figurine de l'unité si elle reste immobile ou si elle fait un mouvement de consolidation, d'engagement ou de consolidation. Vous pouvez donc bouger certaines figurines mais pas d'autres. Lors du mouvement d'engagement, pour pouvoir bouger une figurine, il faut qu'à la fin de tous les mouvements, l'unité finisse à portée d'engagement d'une unité ennemie et en cohérence d'unité. Lors du mouvement de consolidation, pour pouvoir bouger une figurine, il faut qu'à la fin de tous les mouvements, l'unité finisse à portée d'engagement d'une unité ennemie et en cohérence d'unité. Uniquement si cela n'est pas possible, c'est-à-dire qu'il n'existe aucun moyen d'arriver à portée d'engagement et en cohérence d'unité, alors l'unité peut se déplacer vers l'objectif le plus proche, donc c'est dans le cas du mouvement de consolidation, à condition d'arriver à portée de celui-ci. Donc là, effectivement, ils vont nous montrer divers exemples que je vous ai déjà montrés, on va quand même les faire au cas où j'ai oublié potentiellement un cas pratique. Donc l'unité A fait son mouvement d'engagement ici, la figurine vert clair est choisie pour bouger en premier. Ok, ouais, c'est celle-ci. Pour bouger en premier et finir socle à socle avec l'unité ennemie, elle doit donc le faire. Donc hop, elle le fait, etc. Ensuite, la deuxième figurine vert clair est choisie. Elle peut également finir socle à socle avec une figurine ennemie, elle le fait. Ah oui, c'est celle-ci qui est venue là. Ensuite, c'est celle-ci qui vient là. La figurine suivante ne peut pas finir socle à socle, elle finit simplement plus proche de la figurine la plus proche. Ensuite, la figurine suivante peut finir socle à socle et le fait. Les autres figurines décident de ne pas bouger. Donc en gros, ça résume ce qu'on a vu dans le cas pratique. Dans cet exemple, il y a combien d'exemples? Il y en a 3, et après on passe à la consolidation. Ok. Donc ici, dans cette situation, l'unité A a chargé l'unité B, mais ne souhaite pas arriver à portée d'engagement de l'unité C. Donc effectivement, elle est à plus de 1 pouce, donc c'est bon. Les figurines qui sont plus proches de l'unité B sont donc déplacées, mais les deux figurines peuvent finir à portée d'engagement de l'unité C, et qui devraient le faire décident donc de ne pas bouger. Voilà, parce que vu que c'est les figurines les plus proches pour ces deux-là, les figurines de l'unité C contrairement au B, il peut pas forcément finir son mouvement à portée d'engagement par exemple de cette figurine, car il s'éloignerait de la figurine la plus proche de l'unité C, donc ces deux-là sont obligés de rester immobiles. Donc c'est pour ça vraiment le positionnement de vos figurines est très important. Après, si vous voulez impacter l'unité C, il les bouge, pof pof, et il maintient une cohésion après. Exemple numéro 3. Au moment du mouvement d'engagement, l'unité A n'a aucune unité ennemie à portée d'engagement, et le mouvement d'engagement ne lui permettait pas d'arriver à portée d'engagement d'une unité ennemie. Aucune figurine de l'unité ne peut faire de mouvement. Et donc là, je vais reprendre mon exemple, vous savez, du tir en état d'alerte. Alors, on était sur cet exemple-là. On avait fait une charge à 4, voilà, une charge à 4 qui nous amène dans la portée d'engagement. Donc, on réussit notre charge à 4, je fais un tir en état d'alerte, sauf que je surcharge mes plasmas et je rate tous mes tests. Hasardeux, donc ces 3-là meurent. Donc, le jet de charge est quand même réussi, donc je les déplace de 4 pouces. La charge est réussie, le déplacement, enfin le mouvement de charge est fait, il est résolu. Donc, on s'était arrêté là. Maintenant, vu que j'ai effectué un mouvement de charge, je peux m'activer durant la phase de combat, parce que j'ai chargé. Ça, on n'en a pas parlé, mais les unités qui peuvent s'activer en phase de combat, ce sont des unités qui ont chargé ou qui sont à portée d'engagement d'une unité ennemie. C'est tout. Donc, l'unité verte ici de Von Strahlen-Liper a chargé, donc elle peut s'activer. Donc je peux faire mon mouvement d'engagement de 3 pouces, donc je réussis à engager l'unité, je vais pouvoir la taper. Sauf que si j'étais à plus de 3 pouces après ma phase de charge, après mon mouvement de charge, voilà, je suis à plus de 3 pouces, je crois, voilà, 4,2, 4,2, 4,3. Et bien du coup, vu que avec mon mouvement d'engagement, je ne peux pas arriver à portée d'engagement de l'unité ennemie, même si j'ai réussi ma charge, ok, je peux m'activer, mais je peux pas arriver à portée d'engagement. Donc je ne peux pas faire mon mouvement d'engagement. Dommage. Pour ce qui est du mouvement de consolidation, pareil. Je ne peux pas arriver dans la portée d'engagement en faisant mes 3 pouces de consolidation. Par contre, je peux me rapprocher du pion objectif parce que mon socle n'est pas confondu avec ça. C'est-à-dire que si j'avais un socle comme ça, donc qui était confondu, je ne pourrais pas me rapprocher parce que je le suis déjà pour cette figurine-là. Et donc, je peux très bien faire mes 3 pouces de conso vers l'objectif le plus proche. Voilà pour la petite particularité. Par contre, s'il n'y avait pas de pion objectif, hop, je les recule un peu, vu que j'arrive pas dans la portée d'engagement, du coup, je bouge pas. Et que si je recule
je suis vers l'objectif le plus proche, bah, j'arrive pas dans la portée du marqueur objectif. Et donc je resterai bloqué, malgré le fait que j'ai réussi ma charge. Voilà, ça c'est vraiment pour un cas très spécifique. Vraiment très spécifique. Donc là, c'est ce qu'on nous dit, hein, aucune figurine de l'unité ne peut faire de mouvement. Maintenant, on passe à la consolidation. Je vais boire un peu parce que je m'assèche. Exemple de consolidation. Donc on a 3 exemples. Premier exemple. Ah non, on a quoi? Ah non, on a qu'un seul exemple. Exemple de consolidation. Exemple 3. L'unité A, les petits pions en vert, a fini ses attaques, elle peut alors consolider. Elle ne peut pas finir à portée d'engagement de l'unité B, l'unité qui est ici, ok? Elle peut donc alors se rapprocher d'un pion objectif, à condition de finir à portée du pion en question. Le pion objectif 1 et 2, donc objectif 1 et 2, sont à moins de 6 pouces de l'unité, donc avec une consolidation de 3 pouces, elle pourra finir à portée de ceci. Effectivement, ils sont à 3 pouces, là voilà, facile, et là à 2 pouces, 5. Néanmoins, le pion objectif le plus proche de l'unité, donc l'unité, hein, c'est, je sais plus si je peux dessiner, l'unité c'est tous les pions là, hop, je vais récupérer ma main, de l'unité, le pion objectif numéro 1, donc effectivement c'est le plus proche parce qu'il est à 2,5 pouces alors que l'autre est à 3 pouces. Néanmoins le pion objectif le plus proche c'est le pion numéro 1 et donc toutes les figurines de l'unité A doivent se rapprocher de ce pion, et c'est pour ça ici que toutes les figurines se rapprochent de l'objectif A. Il n'aurait pas pu mettre un pion sur l'objectif 2 et puis une autre figurine sur l'objectif 1 parce que l'objectif le plus proche de l'unité, pas de la figurine, de l'unité, c'est l'objectif 1. La figurine vert pomme décide de ne pas bouger parce que effectivement, quand vous faites un mouvement de consolidation, on l'a vu, vous avez le choix de ne pas bouger ou de bouger. Et le but, c'est de toujours respecter sa cohérence d'unité. Et on aura fini pour la phase de combat parce qu'après, c'est la gestion des décors et des lignes de vue que l'on verra sûrement une autre fois. Voilà! Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, My Hobby Place, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.